Il faut tout dire, pas seulement ce qui fait plaisir, parce que c'est peut-être la dernière fois que je peux parler. Il y a 20 ans, il y a certaines choses que je n'aurais pas pu dire. J'avais 10 ans quand il y a eu les premiers événements dans toute l'Algérie. J'étais jeune, pas tout à fait un homme encore. J'ai pris le maquis à l'âge de 17 ans. On a tout sacrifié, notre jeunesse, notre vie pour l'indépendance. Notre peuple décidera lui-même de son destin. Nous voulons que l'Algérie demeure française. Nous demandons à toute la population de garder son calme. C'est des choses qui marquent à vie. Dans les yeux des personnes qui m'écoutent, j'ai la sensation qu'ils ne me croient pas. Donc j'essaye pas de convaincre, j'essaye juste de dire. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. On avait des autocars, 3 autocars. Il avait la ligne depuis 1932. Le jour-là, Boy جبدني وحدي قال لي إبراهيم tu vas conduire l'autocar في بلاصة حبادة. احنا بكري نخافوا من الوالدين. قلت له معليش. قال لي رد بالك ما تقول لحتى واحد. J'étais jeune, 18 ans et demi. Je me souviens très bien de ces jours. On était le 1er novembre 1954, la Toussaint pour les Français. L'autocar quittait la ville de Biskra. À son volant, Brahim Halimi roulait vers Harris. La route serpentait dans les montagnes arides de la région des Aurès. Il y avait quelques passagers, dont un représentant de l'autorité coloniale en Algérie, le caïd Ben Sadok. Et puis soudain, l'autocar est arrêté par une quinzaine d'hommes armés. Le caïd descend et interpelle le chef de la bande. قال لهم منين جيتوا انتم واش جيتوا ديروا وراكم قال له شيحاني قال له انت من هو تي بوسيت كيسيون قال له روح جيب قشك تروح معنا لو قايد صدوق حل سيرفيس جبد له 635 ان مجاهد lui tire 2 balles dans le dos. Il y a aussi 2 Français dans l'autocar. L'instituteur avec sa femme, quand ils ont vu le cahier, ils se sont levés, ils étaient derrière le bus. Le même chose, ils tiraient sur le dos de l'instituteur. شيحاني عباس قال له عباس arrête-toi. Puis يزيد poursuivre en même temps la femme. قال هنا une balle. Brahim ne sait alors pas que cet incident est bien plus qu'un fait divers. Les livres d'histoire disent même que c'est là, en ce 1er jour de novembre 1954, qu'a démarré la dernière guerre coloniale française. La fin d'un empire. Après des années d'impasse politique, on se trouvait à l'aube d'un conflit qui allait accompagner toute une génération dans son passage à l'âge adulte. En 1954, j'avais 10 ans et tout le monde était complètement sidéré. On disait mais c'est qu'une poignée de rebelles qu'on allait mater. C'est une même terre, immense et variée, qui a vu naître et grandir Eliette l'écolière et Brahim le jeune chauffeur. L'Algérie. Les villes multiculturelles, les villages du bled, la mer, les montagnes, le désert. Autant de paysages, autant de femmes et d'hommes qui coexistaient sans toujours vivre ensemble. Mon arrière-grand-père, il est arrivé en Algérie en 1848. Il s'est installé là, sur une terre
qui était dans la plaine de la Mitidja, qui est une grande plaine fertile tout près d'Alger. C'est à une vingtaine de kilomètres d'Alger. Ce que je garde comme souvenir des plantations qui étaient là, c'était les orangers. C'était des odeurs absolument enivrantes qui m'empêchaient de dormir la nuit. Donc je me mettais sur le bord de la fenêtre de ma chambre et je respirais l'odeur des orangers, comme ça, des fleurs d'oranger. Et c'était absolument prodigieux. Il y avait la beauté de la nature, des plantations, etc. Mais il y avait la beauté des gens qui étaient là, autour de moi. Et je parle vraiment de beauté, parce que c'était pour moi un monde d'une immense tendresse. Je suis né dans un hameau qui s'appelle El Ouelja. C'était en Kabylie. Chaque hameau rassemble les gens d'une seule et même famille portant le même patronyme. Par exemple, mon hameau d'El Ouelja, il n'y avait que des Éguidours. Comme si c'était une patrie, une petite république, avec un très très fort attachement à la glèbe. Si bien que les gens des autres villages apparaissent ou m'apparaissaient comme des étrangers. J'étais l'aîné et j'étais destiné à être berger et cultivateur d'une terre montagneuse, aride. C'est un plateau, il s'appelle le plateau des Aurès. Quand il a plu, on récoltait un petit peu d'orge et de blé. Et parfois, il reste plusieurs années sans pleuvoir. Et c'était la dèche. C'était la famine, tout simplement. Et celui qui mangeait 2 repas par jour, c'était le nanti. C'était celui vraiment qui était gâté. Et on nous racontait qu'en ville, il y a un autre mode de vie, que les gens vivaient autrement, etc., qui mangeaient à leur faim. Mais pour nous, c'est un monde inconnu. Hein. Mais on était heureux, hein, personnellement. Pour moi, la vie, c'est se limiter à ma tribu. Hein. Ma famille est une famille juive, modeste. Et on a été donc élevés dans un quartier d'Alger, Bab El Oued, un quartier populaire, que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais extrêmement vivant et quelquefois un peu trop remuant, mais enfin c'était... On chantait, on était très mélangés. Là, il y avait des Italiens, des Maltais, des Espagnols en grande quantité, des Juifs, toutes origines ou autochtones. Et tout ça a été un joyeux mélange. Mon enfance à Alger, je la qualifierais d'enfance rêvée, une enfance privilégiée. On avait un appartement dans la maison que mon grand-père a fait construire, avec une terrasse, bien sûr. Toutes les maisons avaient des terrasses. Et je me souviens que du haut de cette terrasse, on voyait la mer. De toute façon, à Alger, où que vous soyez dans une rue, vous voyez le bleu de la Méditerranée. C'était un bonheur. Les gens étaient gais, on était insouciants. C'était une vie, comment vous dire, un paradis. Avec les caméras 8 mm populaires à l'époque, on fixait la douceur et l'insouciance de vivre dans la lumière méditerranéenne. Les Français étaient fiers de leur colonie. Depuis plusieurs générations, l'Algérie flattait le prestige impérial de la France. Depuis si longtemps déjà, on voyait flotter les couleurs de la République des rivages de la Méditerranée jusqu'au sable du Sahara.
Mais chacun avait son Algérie et chacun avait son histoire. Et toutes les histoires ne racontaient pas la même Algérie. Pour moi, l'Algérie, c'était la France de façon pleine et entière. Charnellement, physiquement, mentalement, intellectuellement. On disait, la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. Les enfants, c'est comme ça qu'ils ont appris l'histoire et la géographie de la France. C'est la France, et c'est la France généreuse, parce que nous disait l'école, nous disait la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Tout ce que vous voyez, c'est la France qui l'a construit ici. Les constructions, les routes, les champs, l'aménagement du cours d'eau, s'il y a un petit barrage, des choses comme ça. Tout ça, c'est la France qui l'a construit. C'est la France. Donc l'Algérie, c'était une création de la France. Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'on soit là? Dans ma famille, j'ai toujours entendu dire qu'il n'y avait que des marécages, il n'y avait personne. Ça, c'était mais ils en parlaient souvent, quand même. Et puis, j'ai compris, à travers les archives de mon village de Sidi Moussa, qu'en fait, on avait pris les bonnes terres et que les propriétaires de ces terres, c'était des tribus qui étaient sédentarisées depuis des siècles et des siècles. Ils ne passaient pas chez le notaire pour les droits de succession, etc. Il y avait des traditions orales. On savait que c'était telle famille qui avait cette terre. Donc pas de titre de propriété, donc vous n'êtes pas propriétaire. Donc c'est à nous. Les colons, ils ont pris les plaines, et les plaines, c'était des colons qui les ont tous prises, qui les exploitaient. Et les gens allaient travailler chez les colons. Quand on travaillait chez le colon, il n'y avait pas de nombre d'heures. C'est la journée, c'est le soleil et le coucher du soleil. Voilà. Hiver comme été. احنا كان عندنا واحد القوري بحذانا اسمه ميشان دار ثم حتى هو دا بلاد العمامرة طول حنا عمامرة يحصدها ودار الفلال هذا دار كلش كان معزة ولا نعجة تدخل لبلاده يشكي بينا يروح مول الدار هذاك الحبس ونسلكوا الغرامة نسلكوا على البلاد ونسلكوا على الدار ونسلكوا على القانون ونسلك الرجل على اللحية حتى اللحية نتاعو يسلك عليها الغرامة. أنا الصباطة نشفي عليها روحي حتى وصل عديت 10 سنين باش عدنا نلبسوا الصابو هذاك تاع الكاوتشو هذاك فهمت شكون اللي كان باب غاني كذا كانوا يديروا القاع هذيك يديروا الجلود تاع البغال هذوك يديروهم والتقاشر تاعهم يشوفوا الشراوط ويحطوا دنيا ويربطوا بالخيوط ويروحوا يفلحوا ويروحوا يخدموا على روحهم. هاو الاستعمار واش الشعب الجزائري واش كان عايش. Aux alentours de mon village, qui vivait pratiquement au néolithique, il y avait des villes qui s'appelaient Strasbourg, Chevreuil, Jemappes, Lafayette, Gravelotte, Waldeck-Rousseau. Chacun de ces villages avait son kiosque à musique, sa mairie, sa salle de casino, son petit cinéma, son église. C'était des petites France provinciales. Bonjour, monsieur Chauvin. Ça va? Monsieur Chauvin, qu'est-ce que je vous sers? Comme d'habitude, une anisette et un café pour Ahmed. Assieds-toi une minute. Je suis né à Batna, dans la région de Batna, exactement un petit village qui s'appelle Ain Touta.
et qui était à côté d'un village colonial qui s'appelait Macmahon. D'un côté, il y avait les habitations des Arabes. Et puis, de l'autre côté, les habitations, les villas, les colons, qui étaient plus cossus quand même. Ça demeurait quand même très distant. Chacun était happé par sa société. On se rendait bien compte qu'on était, non seulement qu'on n'était pas français, mais qu'on ne pouvait pas être français. Moi, il suffisait de voir ma grand-mère qui ne comprenait pas un mot de français, qui n'avait rien à voir avec la France, pour comprendre qu'on n'est pas français, quoi. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Quand j'étais chez moi, je parlais kabyle. Ensuite, quand je sors dans la rue, dans le quartier, je parlais l'arabe, enfin l'arabe, l'algérien, hein, l'arabe dialectal. Ensuite, je rentre à l'école, c'est le français. Il faut que je laisse les deux langues à l'entrée, que je ne parle qu'au français, parce qu'il nous était interdit de parler une autre langue que le français. Après la Première Guerre mondiale, les Européens ont été de plus en plus vers les villes, et ont abandonné de plus en plus les campagnes. Les propriétaires terriens vivaient dans la ville et ils laissaient à des gérants le soin de gérer les exploitations agricoles. Et donc, moi qui suis né à Oran et qui ai grandi en ville, dans une ville en plus européenne, j'avais aucune raison ni de parler l'arabe, ni de connaître particulièrement les Algériens. Je rencontrais quoi comme Algériens? Les femmes de ménage, les gamins qui vendaient les codorants, les porteurs d'eau quand on allait dans le centre. C'était les seuls Algériens qu'on voyait. Au mois de juillet, les Français, ils avaient fait un bal à la place de la mairie. Ils avaient tendu des trucs, des sacs, des tissus en sac, voilà, des bandes de tissus en sac pour qu'on aille danser. Les Français jouaient de l'accordéon, toutes les femmes venaient, ils dansaient, ils buvaient à l'intérieur. Je suis parti une fois, je regardais pas un truc, je me suis pris un coup de pied, parce que comme tu fous le camp, que tu regardes, que tu nous espionnes, tu vois. C'est resté comme ça de façon tout à fait naturelle, tout à fait normale. C'était comme ça, on était dans notre camp, ils étaient dans leur camp. Ali a pourtant grandi dans une famille imprégnée de culture française. Son père, Mouloud Ferraoun, était instituteur, directeur d'école, mais aussi écrivain réputé. Et c'est en français qu'il décrivait dans son journal le quotidien faussement paisible d'alors. Nous nous étions installés dans une quiétude sincère, une existence supportable faite de petites nécessités, de besoins et de devoirs quotidiens, de maladies qu'on soigne, de difficultés qu'on surmonte, de disputes sans lendemain, d'amitiés sans racines. C'était une quiétude méritée et nécessaire pour que chacun se croie utile à soi-même et aux autres, et digne de vivre. Et cette quiétude, il était inconcevable que du jour au lendemain on la crût menacée. Le fait que mon père ait été caïd, c'est-à-dire un petit fonctionnaire colonial, a fait que nous avons été à l'école. Vous savez que les écoles étaient très rares en Algérie. Il y avait quand même 81% d'analphabètes. Donc j'étais à l'école, dans l'école primaire, qui était l'école où il y avait des petits Français avec nous, des fils de colons. Bon, on n'était pas majoritaire, quoique dans le pays nous l'étions. Il y avait dans les départements d'Algérie 8 fois plus d'Algériens que de Français. Et pourtant, cette majorité ne disposait pas des mêmes droits que la minorité. Une discrimination que les Algériens éprouvaient au quotidien dès l'enfance. Curieuse contradiction pour le pays des droits de l'homme. Chez nous, l'école des indigènes était séparée, à part. Et c'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même confort, c'est complètement autre chose. De toute façon, à l'époque, les indigènes ou les Algériens,
Ils quittent l'école à partir de certificat d'études. C'est rarement où on trouve le moyen, ils nous laissent aller plus loin. Pour être interne en médecine, il y avait un dicton qu'on avait fabriqué mais qui courait, qui était « Quand tu es européen et homme, tu as 70% de chance d'avoir le concours d'internat. Quand tu es femme européenne, 50%. Quand tu es juif et homme, 45%. Femme et juive, 20%. Et alors, si tu es homme musulman, 10%. Femme musulmane, c'était même pas la peine de compter. C'était une chose qu'on disait entre nous. De toute façon, la majorité des Européens d'Algérie étaient convaincus de la fameuse thèse de Porot et Suter que le cerveau des indigènes n'était pas fabriqué comme le cerveau des Européens, qu'ils étaient régis par le sous-cortex. Et ça justifiait la situation coloniale et ça allait de soi. On a mis dans la tête de tout le monde que c'était une race inférieure, et une religion inférieure. Et peut-être que c'est comme ça aussi que la colonisation a pu se faire. Sinon, la justice aurait été peut-être insupportable. Tout allait de soi en Algérie. Il allait de soi qu'un Algérien ne pouvait être l'égal d'un Français, et il allait de soi qu'un Algérien avait, comme tout Français, le devoir de servir la France. Nos parents, ils ont participé à la Première Guerre mondiale et la Deuxième, et ils nous ont raconté des disparités. Les grades qu'ils avaient, c'était à titre indigène. C'était un sergent musulman ne pouvait commander que des musulmans comme lui. Il n'avait pas le droit de donner des ordres à un deuxième classe européen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 100 000 Algériens participent au combat pour la libération de l'Europe. Dans beaucoup de familles, il manque des fils, des pères, des oncles, des frères, morts, prisonniers ou blessés pour une France dont on espérait qu'un jour, peut-être, elle saurait se montrer reconnaissante. N'est-ce pas cela que le général de Gaulle avait laissé entendre à Brazzaville en janvier 1944 ? Le chef de la France libre reconnaissait la nécessité de réformer cet empire français, qui était un atout capital pour les Alliés. Au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Mais beaucoup d'Algériens ont d'autres attentes que ces projets de réforme concédés bien trop tard et du bout des lèvres par une France fragilisée depuis sa défaite de 1940. En pleine guerre, un homme politique et pharmacien de Sétif, Ferhat Abbès, rédige un texte fondateur, le Manifeste du peuple algérien. Il proclame que la nation algérienne existe bel et bien. La nation algérienne veut qu'on la reconnaisse. En 1945, j'étais un peu jeune, j'étais très jeune, j'avais 7 ans. Mais je me rappelle bien, tous les peuples européens et les peuples du monde se sont sortis du joug du nazisme et le peuple algérien il voulait avoir sa liberté comme tous les autres pays. Mais la liberté, en mai 1945, elle est avant tout pour l'Europe. Alors que les Français d'Algérie fêtent la victoire comme ailleurs, les partisans de l'indépendance en profitent pour se faire entendre. Cette fois,
Ça n'est plus dans les textes qu'ils réclament l'égalité des droits, mais dans la rue. Ils appellent à la libération de leur leader historique, Messali Hadj. Il a été placé en résidence surveillée car depuis longtemps, il menace la France coloniale par ses idées et son charisme. Quand il était ici à Alger, Messali a pris une poignée de terre devant plus de 20 000 Algériens et leur a dit « Cette terre n'est pas à vendre. Cette terre ni n'est à vendre ni à hypothéquer. Elle a ses héritiers et les Algériens, ils sont là pour la défendre. » Le 8 mai 1945, c'est dans la région du nord constantinois que les manifestations sont les plus importantes. À Sétif, un jeune homme brandit le drapeau indépendantiste. C'est interdit. Il est abattu par la police. C'est la première victime d'un long enchaînement de violences. J'avais un frère, je me rappelle de lui, il est rentré de la manifestation, et il avait une arme qu'on a transmis, on l'a donné, on l'a caché chez les voisins, derrière. Et le soir, ils sont venus le prendre avec mon oncle. Et il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient les Abda, les Tapri, les Seridi, qui sont morts du même âge. Ils ont choisi la jeunesse, plus ou moins, qui a fréquenté les écoles. Ils les ont liquidés. La future élite, en quelque sorte. Pendant quelques mois, ça a été la nuit. Puis par exemple, je me rappelle toujours, ma sœur n'a jamais cru, elle pensait toujours, même 2 ou 3 années après, qu'il allait revenir. On lui faisait croire qu'il est en prison quelque part, il va revenir, alors qu'ils ont été fusillés le jour même. On ne sait pas où ils sont enterrés, jusqu'à ce jour, on ne sait pas. Leur sépulture, on ne la connaît pas. Dans les environs de Sétif, de Guelma, de Kharrata, bombardements et tirs à vue de l'armée française. Meurtres au faciès par des milices de colons, en toute impunité. 15 000 morts parmi les Algériens. 15 000 morts qui vont laisser une trace douloureuse dans les mémoires. Le 8 mai 1945, nous sommes passés du stade de l'enfance au stade adulte. Et c'est quelque chose qui nous a toujours, qui a éveillé peut-être à la fois notre conscience d'appartenir à une nation qui s'appelle l'Algérie et en même temps une conscience politique. La Seconde Guerre mondiale était terminée. En France, de nouveaux dirigeants accédaient au pouvoir. Partout dans l'Empire, les réformes qu'avait promises le général de Gaulle étaient peu à peu mises en application. On annonçait l'égalité dans tous les domaines. Et pour la première fois, une citoyenneté pleine et entière pour les Algériens. Même les partis qui revendiquaient l'indépendance pouvaient librement participer à la vie politique. Du moins, en théorie. J'ai moi-même assisté dans un village à un vote. Et je vois encore l'administrateur qui était à l'entrée du bureau de vote et qui surveillait le bulletin que les votants allaient prendre. Là, je l'ai vu en direct, la pression qui a été exercée sur les électeurs. Peine perdue pour les autorités. À chaque scrutin, les partis nationalistes algériens remportent des succès électoraux importants. Les élus indépendantistes font leur entrée dans la nouvelle Assemblée algérienne. Pour la première fois dans l'histoire, se réunit une Assemblée algérienne élue au suffrage universel. Tous les ressortissants de nationalité française des départements d'Algérie jouissent, sans distinction d'origine, de race, de langue, ni de religion, des droits attachés à la qualité de citoyen français
étant soumis aux mêmes obligations. La nouvelle assemblée laissait s'exprimer les revendications nationalistes. Mais n'était-ce pas pour mieux les contenir dans l'hémicycle? Ferhat Abbas n'était pas dupe. Il se révélait un tribun remarquable pour dénoncer la mascarade égalitaire et les réticences immenses de la société coloniale à accepter le partage du pouvoir. Un sentiment d'impasse politique s'installait. Dehors, l'idée d'une identité algérienne faisait son chemin au sein du peuple, notamment à travers les réseaux d'écoles et les activités culturelles de l'association des oulémas. L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue et l'Algérie est notre pays. La devise de ces réformateurs musulmans affirmait elle aussi depuis 20 ans déjà l'existence d'une nation algérienne. Il y avait 2 écoles. Le matin, on avait l'école coranique. On se levait à 6 heures. On avait 1 heure de cours coranique, de 6 heures à 7 heures, et en français, de 8 heures à 4 heures de l'après-midi. Alors, quand on sort à 4 heures, donc, on avait encore 1 heure de cours d'arabe. نروحوا للجامعة نقراو في اللوحة، نقراو في الجامعة حتى من الخمسة حتى للستة. والشيخ هذا كان متحمس ماشي بيقرا ماشي على القرآن بيقرينا. ومن بعدها في ذاك اللحظة راح للصابورة ووقف وقال له هذيك ويكتب. كتب لنا في ذاك النهار: شعب الجزائر مسلمون وإلى العروبة ينتسب. راه جاي بها وحنا نعاودو موراه نقراو ونكتبو. أول حق: فإذا هلك يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب والحروب ولا تهب. دوكا ومن بعد قال زاد كتب لنا البيت تاع: فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر. ونشوفوا يبكي في واحد البكاء. يوصي تشوفي الشيخ يبكي هكذا. Les Algériens baignaient dans la culture musulmane depuis leur enfance. Cette appartenance religieuse les distinguait nettement de leurs colonisateurs. Elle nourrissait aussi leurs revendications indépendantistes. Moi, j'étais dans les scouts musulmans parce qu'il y avait les scouts français. Et pour faire la séparation, on nous appelait les scouts musulmans. Avec ces scouts, ça nous a beaucoup initiés, quoi. Ça nous a développés parce qu'on faisait des chansons patriotiques, on faisait un peu dans le scoutisme, on fait un peu l'exercice comme c'était militaire. Hein. Il fallait vivre sous les tentes, il fallait démonter, remonter, on rampait pour aller dans les tunnels, on faisait tout ça, quoi. C'est une école de formation des jeunes qui vous apprend les qualités premières, par exemple la BA, la bonne action quotidienne, comme le respect. Mais chez nous, il y avait une tête particulière, c'était l'Algérie. Pour la première fois, on avait le drapeau algérien qu'on faisait monter, donc c'était clandestin. On était dans une petite forêt au bord de l'Oued, et le drapeau avait été fabriqué par ma soeur aînée. Et on nous apprenait surtout des chants patriotiques qui nous mettaient en contact direct, si vous voulez, avec la souffrance de notre peuple. يلي تحب الأفريق دي نور تشاركنا في الوطنية. C'est un chant de liberté. Oui. ضربونا نجمة وهلال وشاركنا في الوطنية. بركة ربي والرسول وإحنا اللي نجيبوا الحرية. En ce début des années 50, beaucoup de jeunes Algériens s'engagent dans la vie politique. Mouloud Larèche est alors adolescent. Il rejoint le nouveau parti de Messali Hadj, le MTLD. يعلمونا جاع من نشيد وهذيك نتاع الحاج ميصالي. قال جا الحاج ميصالي قال تبعونا يا اخواني نوصلكم من الجيري رومي ما يحكم فينا. ونزيدوا يعلمونا في واحد النشيد هذاك باه نشدوه في نص الشعب
افطينو يا الغافلين افطينو يا الغافلين منا ومازال اكيدين. هذا العامل جلاله القايد يقبل الجعاله بغير الحق وعداله وهو من الخائنين. نشدو في نص الشعب هكذاك وحنا تلامذه نقراو فهمت. بدات السياسه تنتشر. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été à l'école. Je sais que le français, je lis les journaux, les tracts, tout ça. Et j'ai commencé, c'est là que j'ai commencé à côtoyer les gens du PPA, du MTLD, et j'ai commencé à activer. Quelles sont mes activités dans ce mouvement? J'activais, on écrivait sur les routes, sur les ponts, sur les édifices nationaux. Vive l'Algérie indépendante, l'Algérie libre vaincra, libérer Missali El-Hajj, libérer les détenus politiques. Ça, c'est notre travail en tant que jeunes. Et je vendais un journal du parti qui s'appelle l'Algérie libre. Et on distribuait des tracts du parti qui expliquent au peuple on doit lutter, on doit s'organiser pour arracher nos droits et notre indépendance. Mais certains ne croient plus au combat politique dans le monde colonial. Alors ils entrent dans la clandestinité, comme Ahmed Ben Bella, qui a servi dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fonde avec quelques autres l'organisation spéciale. Ces hommes collectent des armes et rejoignent en secret les montagnes escarpées de Kabylie et des Aurès. Il y avait des maquisards qui vivaient en clandestinité. Et donc, ils vivaient comme ça. Je sais même qu'au marché des Aghribs, par exemple, la tradition, c'est qu'il avait toujours un fusil de chasse scié qui était toujours sous la cachabia. Les adultes parlaient d'une vingtaine, d'une trentaine à l'époque, mais ils ne savent pas où ils étaient organisés, ils ne savent pas s'ils allaient dans tel village ou tel autre. Ils savent qu'ils sont capables de passer à tel ou tel moment. Alors qui est passé? On ne sait pas qui, hein. Mais c'était connu. J'étais trop jeune, je ne comprenais pas. Mais je savais que c'était des problèmes sérieux, des problèmes politiques. Jusqu'au moment où mon père voulait que je continue des études, et il m'a envoyé chez mon oncle, à Nanterre. Et donc en 1953, j'ai quitté le village. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, tu te souviens de moi. Dans la région parisienne, Mohand découvre la vie quotidienne de dizaines de milliers d'Algériens. Comme lui, beaucoup sont venus de Kabylie pour se faire embaucher dans les usines ou sur les chantiers. Et là, ils se mêlent aux militants des mouvements ouvriers français. Le hasard a fait que moi, travaillant chez Renault, étant en contact avec la plus grosse concentration ouvrière algérienne chez Renault, il y avait des délégués algériens communistes qui avaient été élus parce que présentés par la direction du syndicat, et il y a eu une ouverture en direction des autres Algériens qui émanaient du MTLD, etc. C'était un effort d'essayer d'étendre l'influence de la CGT et du Parti communiste. On allait dans le 18e arrondissement, où il y avait un vieux militant qui s'appelle Rabat Serba. C'est lui qui nous a dit qu'il faut lire au moins un journal français tous les 2 jours, tous les 3 jours. C'est lui qui nous a dit qu'il faut adhérer au syndicat. Pour nous former, disait-il, c'est comme pour les journaux. Mais il ne faut pas aller, par exemple, il disait au PCF. Parce que les syndicats, ils vous forment et vous restez en quelque sorte, dans son esprit, indépendant. L'esprit. Mais si vous allez dans un parti, vous êtes enrôlé par ce parti. Vous pouvez être perdu pour l'organisation.
Le nationalisme algérien, il a pris naissance au milieu ouvrier français. Moi, j'étais CGTiste. À l'époque, le syndicat ouvrier, c'était la CGT. C'est là qu'on commençait à s'initier, à se former. On apprend à se défendre, pour ainsi dire. Au sein du MTLD, il y avait des cellules, il y avait des groupes, il y avait des sections. On recrutait, et puis au fur et à mesure qu'on avançait, on monte dans le grade, on devient chef de cellule, chef de groupe et chef de section. Voilà. À l'époque, nous participons aux manifestations le 1er mai et le 14 juillet. La manifestation du 14 juillet 1953, il y avait toute la direction du MTLD, évidemment les militants du MTLD, il y avait le cordon de CGTistes évidemment, et nous avons formé notre cordon en tant qu'MTLD. Quand les policiers, évidemment, quand ils ont vu avec le drapeau algérien, la police a sauté sur le bonhomme, sur le groupe qui avait le drapeau, et c'est là qu'il y a eu une bagarre, et ça s'est soldé par 7 morts, 6 Algériens et un Français communiste, le 14 juillet 1953. Albert Camus est indigné. L'écrivain né en Algérie accuse. On est fondé à se demander si la presse, le gouvernement, le Parlement auraient montré tant de désinvolture dans le cas où les manifestants n'auraient pas été nord-africains. Et si, dans ce même cas, la police aurait tiré avec autant de confiant abandon. Il est bien sûr que non, et que les victimes du 14 juillet ont été un peu tuées aussi par un racisme qui n'ose pas dire son nom. J'étais sûre qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Je souhaitais que ça se passe au mieux. Mais on ne pouvait pas éviter que cette espèce d'inégalité monstrueuse soit un jour mise à découvert. C'est comme une tumeur qui se développe à l'intérieur et qui un jour vous bouffe et finit par émerger. Partout, cette tumeur apparaissait au grand jour. Les colonisés se soulevaient. À Madagascar, au Cameroun, au Maroc et en Tunisie, l'empire colonial tremblait. Mais c'est en Indochine que la France est le plus violemment attaquée. Le conflit armé est long et épuisant. Il s'achève par une défaite cuisante à Dien Bien Phu. Cette mise en échec de la France galvanise les indépendantistes algériens. Au Front National, on reçoit un ministre, le ministre de l'Intérieur, Martino Desplat. Moi, j'avais un copain, il avait 4 ou 5 ans de plus que moi, j'avais déjà 10 ans au Front National. Je voulais tenir un drapeau pour accueillir le ministre. Et il m'a expliqué que notre drapeau, il est vert, rouge, blanc, au lieu de bleu, blanc, rouge. Et il m'a dit, notre drapeau, il est comme ça, bientôt on va faire la guerre, on va être indépendant. Et comme ça, on a développé une vraie haine contre les Français. Et oui, bon, Raoul, mon père, chaque fois qu'il devait faire un discours, c'était sur le fil. Il ne fallait pas qu'il donne des tendances, il fallait juste qu'il monte de l'école des élèves. Et il s'arrêtait là. C'est un peu de souvenirs qui vont jusqu'à la veille de la guerre, de la guerre de libération nationale. Tu vois ce pays mouvementé, ces vallées profondes, ces massifs couverts de maquis épais qui se serrent les uns derrière les autres comme des hordes de guerriers barbares. Ces villages miteux en vigie sur les crêtes. Tout cela est en train de se réveiller de son engourdissement séculaire. Le pays se réveille, aveuglé par la colère et plein de pressentiments. Une force confuse monte en lui, doucement. Il en est tout effrayé encore, mais bientôt il en aura pleine conscience. En 1954, il y a eu une scission au sein du MTLD. Il y a eu une aile de, justement, les centralistes
qui étaient décidés à passer à l'action militaire pour arracher l'indépendance, et ils ont créé le CRUA, le Comité révolutionnaire d'unité d'action, qui devait déclencher la guerre de libération nationale. En novembre 1954, on a dit maintenant, il faut mener cette bataille. Maintenant, c'est fini, il faut soit mourir debout, mais ne pas accepter de continuer à vivre à genoux. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on a pris ce risque. Et dites-vous bien qu'un certain nombre de gens n'y croyaient pas du tout. Ces gens-là sont malades. Guerre contre la France. Ce risque, les Algériens en armes qui étaient cachés dans les montagnes voulaient maintenant le prendre. Ils étaient jeunes et impatients. Ils n'acceptaient plus les tergiversations de l'entourage de Messali Hadj sur le choix du moment opportun. Pour eux, il était temps d'agir. حتى أنا هذيك الليلة راح قال لي أنا رايح للسينما. هو حالته كذب عليا. السينما الصباح كيروح بدا يقفل في البيبان يسجي. قلت له وش هو هذا؟ قال لي فرنسا راح تجي. كيف؟ وش يجيب فرنسا؟ قال لي هاي ناض الثورة انت ما على بالك. Le 1er novembre 1954, tandis que Brahim conduit son autocar dans les Aurès, c'est donc un projet parfaitement coordonné qui éclate sur tout le territoire. Des dizaines d'attentats ciblent la présence française et ses représentants en Algérie. Nous étions attaqués par surprise par des rebelles à 1h50 du matin. J'ai organisé une discipline très efficace à l'intérieur de mon poste. Vous aviez combien d'hommes? J'ai un nombre environ en tout de 15 de types. Oui. Alors de là, j'ai combattu contre ces rebelles du 1h50 du matin jusqu'à 4h30 du matin. Pour les autorités coloniales, la surprise est totale. Elles ignorent tout de la nature de leur ennemi. Qui sont ces hommes armés? D'où viennent-ils? Seuls les tracts qui accompagnent ces attaques révèlent le nom de ce nouvel adversaire. Le Front de Libération Nationale, le FLN. Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de colonisé. Avec tous tes frères de l'Est et de l'Ouest qui meurent pour que vive leur patrie, nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. Organise ton action auprès des forces de libération à qui tu dois porter aide, secours et protection. Dieu est avec les combattants des justes causes, et 1000 forces ne peuvent les arrêter désormais, hormis la mort glorieuse ou la libération nationale. La première fois, j'ai vu du Moudjahidine et porter les Kchabia avec des fusées. Pour moi, c'est des fusées de chasse. J'étais un peu intriguée. Et il faisait très très chaud. Il portait le Kchabia, ça m'a paraissé bizarre. Je suis rentrée en courant. Ma mère, elle était en train de préparer la laine. Je lui posais la question. J'ai dit, j'ai vu des hommes avec une mouhla. Elle m'a dit, non, 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 ceux-là, c'est pas des hommes, c'est des anges. Je les voyais un par un jusqu'à ce qu'ils forment un groupe. Je les voyais circuler, tout ça, mais ils ne me faisaient pas peur, j'avais pas peur d'eux. Seulement, je me demandais à quoi ça va servir. Et les gens me disaient, oui, mais c'est ceux-là qui vont libérer l'Algérie. Et l'Algérie, après, tout le monde deviendra riche, tout le monde travaillera main dans la main, etc., etc. Mais dans les grandes villes, la vie suit son cours. Les silhouettes des mystérieux combattants qui sillonnent les montagnes sont bien trop lointaines pour inquiéter les Français d'Algérie. Ils n'entendent pas, ou ne veulent pas entendre, l'annonce d'un mouvement plus profond, plus déterminé. Un mouvement qui leur dit clairement « La terre algérienne n'est pas la vôtre ». Nous avons une confiance absolue envers la France vis-à-vis de ces événements, parce qu'il faut corriger à l'époque du temps, ce n'est pas la guerre. Personne ne parle de guerre. La vie continue, on parle de hors-la-loi,
pas du tout d'indépendantistes, d'un mouvement voulant chasser la France. À l'époque, 1954, c'est pas du tout le langage. Donc on se trouve confronté, je dirais, à une sorte de révolte peut-être épisodique, comme l'histoire nous apprend qu'il y avait déjà eu en Algérie. Des mouvements de rébellion qui ensuite se tassent avec un peu de mesures politiques et de mesures militaires. Le rôle du pouvoir en place, c'était de nous protéger, nous comme les autres. S'il y avait demain une révolte en Bretagne, ben, il y aurait aussi envoyé la police pour mettre l'ordre. Et donc les gens se disent, bon ben nous on est sous protection, ben, on est français sur un territoire français composé de départements français, il n'y a rien à faire. Alors comme l'Algérie c'est la France, ce n'est pas le ministre des Armées qui est dépêché sur place, mais bien le ministre de l'Intérieur. Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. Le risque pour eux est immense, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi. Et la loi sera appliquée. Sous ces airs tranquilles, le gouvernement français est pourtant dans la confusion. Il réagit avec ses réflexes coloniaux habituels, sans vraiment réfléchir, sans vraiment chercher d'autres issues. Il réprime. Mais ce front de libération nationale reste insaisissable. Alors, les autorités s'en prennent au leader historique du nationalisme algérien. Messali Hadj est à nouveau placé en résidence surveillée. Ses partisans sont arrêtés par dizaines. On allait bien réussir à la mater, cette rébellion. Voilà, on disait, mais bon, c'est quelques rebelles. Et je me souviens que mon père en parlait avec Saïd, le métayer, parce que Saïd venait tous les soirs à la ferme. Après le dîner, il venait voir mon père et puis ils organisaient les travaux du lendemain, etc. Et donc on en parlait un petit peu. Et puis, et voilà, et Saïd, il se taisait, il disait rien. Il disait rien.